Ok, donc, ça va, vous êtes prêts? Donc, le pacte, Yasmine, le pacte, c'est qu'on écoute, hein. Pas qu'on compte sur la vidéo qui arrive après. Hein. Ok. C'est parce que je vois que tu es occupé dans d'autres trucs, je sais pas ce que tu fais. Je voulais juste faire un rappel de ce qu'on a vu. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je rappelle exactement? Là. Le point 3. La force des Occidents? Ouais. Ok. Donc, je vous rappelle qu'on avait vu juste avant qu'il y avait des couples. On avait vu tous les termes. Ça va? Occident, réducteur. Donc l'Occident, c'est celui qui prend les électrons. Vous vous souvenez, la petite blague? Le réducteur, c'est celui qui perd. Ok? Et puis, je vous rappelle, l'oxydation, c'est quand on devient un oxydant. Ok? Donc, le réducteur va perdre les électrons. Ça va? Et la réduction, ok, on devient un réducteur. Donc, ça veut dire que l'oxydant va prendre des électrons. Ça va? Donc, vous avez une prise d'électrons et une perte d'électrons. Ça va? Et l'ensemble s'appelle la redox, l'oxydoréduction. Ça va, ça? Ouais? On avait déterminé du coup qu'il y avait chaque fois des couples redox dans ces réactions. Ça marche comme pour les couples acide-base. C'est bon toujours? Alors, pour déterminer la force des oxydants, eh bien, en fait, on a... Donc, vous avez ici des couples, par exemple. Je vais reprendre ici. Vous prenez n'importe quel couple. Vous choisissez un oxydant et un réducteur. Alors, pour lire, ça, c'est vraiment dans votre tableau. La règle, c'est la bonne diagonale. L'oxydant le plus fort, il est ici au-dessus. Ok? Ça veut dire que ici, ça, c'est l'oxydant... Donc, ici en bas, c'est l'oxydant le plus faible. Ça va? L'oxydant le plus fort, il est là. Et la force de l'oxydant est inversement proportionnelle à celle du réducteur. Ça veut dire que le réducteur le plus faible, il est là. Ok? Si l'oxydant le plus fort est ici, le réducteur le plus faible, il est ici. Mais donc, du coup, si l'oxydant le plus faible est ici, le réducteur le plus fort est ici en bas. Vous comprenez? Et les réactions... Quoi? Tu ne peux pas noter dans ton truc, tu dois le retenir. Note-le dans ton cours. Tu vois? Donc, parce que c'est un truc à retenir, quoi. Donc, le truc, c'est que la réaction, évidemment, elle va se faire toujours en choisissant l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus faible. Le réducteur le plus fort. Oui. Donc, c'est-à-dire la plus grande diagonale. Plus la diagonale est grande, plus on a une différence de potentiel. Ok? Oui? C'est toujours l'oxydant le plus fort avec le réducteur le plus fort. Mais tu sais, parfois, tu vas avoir celui-là et celui-là. Tu vois, et tu vas faire, ok, c'est bon, c'est une diagonale, ça marche. Si tu trouves, je sais pas, le CU peut se trouver à plusieurs endroits. Hein. Donc tu vois, si par exemple tu retrouves le CU à un autre endroit, je ne vois pas, mais admettons ici que ce soit CU, ok, eh bien en fait il va préférer cette réaction-là, elle va se dérouler mieux. C'est pas impossible qu'il y ait quelques molécules qui fassent la première, mais elle va toujours aura tendance à faire la plus grande, ok, à terme. Ça va, vous voyez l'idée? Donc la plus grande diagonale, donc la bonne diagonale est la plus grande possible, ok, c'est ça qui va vous déterminer la force de la réaction. Ça va? Est-ce que la réaction se fait fortement ou pas? Si maintenant vous avez un oxydant comme ça et un réducteur comme ça ne marche pas, c'est pas la bonne diagonale. Vous voyez? Il faut toujours un oxydant qui soit plus fort avec un réducteur plus fort. Ça va? Que dans le couple. Vous avez compris? C'est à partir de quand qui? À partir du moment c'est la diagonale comme ça. Parce que sinon c'est droit, c'est le man. Tu vois, donc je vais effacer. Donc, hop, comme ça je fais un peu plus d'espace et un peu plus propre. Donc oui, il y a une diagonale, mais c'est pas la bonne diagonale. C'est ça que je dis. Donc tu vois, regarde, je fais I2 avec FE. Tu vois? Enfin là, j'ai mis FE, voilà. Donc, tiens, ici, je vais en prendre. Avec CU ici. Vous êtes tout parce qu'on ne voit pas.
J'arrive pas à zoomer plus que ça. Vous voyez? Donc, I2 avec CU, ça c'est une bonne diagonale. Ok? Mais si vous mettez I2 avec AG, ça marche pas. Vous comprenez? Parce que c'est... Ben, on a un réducteur plus faible avec un oxydant plus faible que le couple ici. Donc, vous voyez, il y a l'autre couple ici, cette réaction-là, elle marche mieux. Ce serait Ag plus avec I- qui marcherait, pas l'autre. Tout le monde comprend? Donc, en fait, il suffit de retenir la bonne diagonale. Oxydant le plus fort avec réducteur le plus fort. C'est juste le sens. Pas c'est juste le sens, c'est de dire l'oxydant le plus fort avec le réducteur le plus fort. Tu peux pas, la réaction va pas se faire dans l'autre sens. Il n'y a pas de raison qu'elle se fasse. Tu vois? Parce que dans l'autre sens, tu es coincé. Hein? Tu veux essayer de faire ton Cu+ avec Fe2+, il n'y a pas de raison. Puisque Fe3+, c'est déjà un oxydant plus fort. Donc en fait, la réaction, elle reste comme ça, elle ne va pas changer. Tu vois? Tout le monde saisit? Donc c'est toujours vraiment la diagonale qui est comme ça. Ça va? Là, j'ai entouré les couples redox. Bah, la bonne diagonale. Ça marche? Ouais? Ok? Donc, je fais un petit commentaire en plus, j'en profite. Et vous voyez par exemple une pile. Dans une pile, vous avez des couples redox. Donc, n'importe quelle pile en fait. Hein. La pile, la batterie que vous avez dans votre voiture, les petites piles comme ça, etc. Pile batterie lithium-ion, je sais pas, des trucs du genre. Ben, en fait, vous avez des couples lithium, des ions lithium et un autre truc. Et vous allez avoir une bonne diagonale. Ok? Et en fait, cette bonne diagonale, vous voyez par exemple, je mets ici 0,771 et ici 0,521. Et en fait, je peux calculer comme ça la DDP, la différence de potentiel. Vous voyez? Donc la différence de potentiel, et donc en fonction des réactions, vous voyez, une pile, on peut avoir 1,5 volts ou je ne sais quoi. Ça va? Non, vous savez expliquer ça. Donc, ici, nous, on ne le fera pas spécifiquement, mais c'est juste pour aller jusqu'au bout du raisonnement, parce que je trouve que c'est quand même intéressant que vous voyez à quoi ça sert. Donc, quand on met deux substances dans une pile, en fait, c'est ça qu'on fait. On met des couples redox dans une pile, tu vois. On a la bonne diagonale. On a même les valeurs dans le tableau de Mendeleïev, tu vois, avec les différentes valeurs. Et donc, tu as tel potentiel et tel potentiel. Différence de potentiel, on fait le plus grand moins le plus petit, et tu vas obtenir la différence de potentiel entre les deux, tu vois, et c'est ça qui te donne tes volts, ok, dans ta pile ou dans ta batterie ou dans tes choses comme ça. Vous comprenez? Et ça permet de créer du courant, puisque, je vous rappelle, ici, qu'est-ce qu'on échange dans les réactions redox? C'est quoi qui est échangé chaque fois? Des électrons. Et un électron, si vous mettez un fil et qu'il y a des électrons qui se déplacent, je vais vous montrer ça à la fin, mais c'est quoi? C'est un courant électrique. Et donc ça permet de fabriquer des courants électriques. Ça marche? Ouais? Ok. Donc, on ne fera pas vraiment de la DDP, mais je voulais quand même vous montrer, parce que c'est facile en fait. Il suffit de faire un truc et on pourrait calculer la différence de potentiel. Bon, peut-être qu'on en fera un ou l'autre, mais pas énormément. Alors, ici, je crois qu'on avait fait. Donc, ça ici, vous voyez ce que j'ai fait, un table des oxydants réducteurs. Donc, c'est vraiment l'oxydant, le réducteur, et c'est ici, comme ça, la bonne diagonale. C'est ça qu'il faut. Ça va? Donc, bien la retenir. Il peut arriver qu'il y ait des tableaux, je vous le dis comme ça, mais normalement, c'est pas prévu, mais il peut arriver qu'il y ait des tableaux qui sont inversés. Je sais plus, j'ai déjà eu un tableau comme ça, je crois que c'est pas le cas de celui-ci, je pense, mais j'ai déjà eu l'un ou l'autre tableau où les valeurs étaient inversées. Donc on est d'accord, l'oxydant prend, donc ça c'est juste. Donc ce tableau est bien fait parce qu'on a vraiment l'oxydant en haut à gauche et à droite, mais j'ai déjà vu des tableaux où juste l'échelle était inversée, quoi. On avait mis l'oxydant le plus fort à droite et le réducteur plus fort à gauche, et voilà. Non, il suffit de le savoir, quoi. Il suffit de l'observer. Mais donc dans les tableaux en général, c'est toujours comme ça. Ah, mais donc du coup, évidemment, c'est mieux de connaître le principe de qu'est-ce qu'un oxydant et un réducteur, et du coup, vous le voyez, quoi. Ça va? Alors, je vérifie juste si j'ai rien oublié. Ici, si j'ai pas encore pris le cours. Si j'ai... Ici...
remarque. Qu'est-ce que je devais faire? Généralisons. Il y avait une remarque ici en dessous, je vais juste regarder. Oui, j'ai mis, on va peut-être la noter quand même, mais c'est ce que je vous ai dit. Si vous voulez la noter, vous avez déjà pris note. Donc, les couples redox sont classés. Les couples redox sont classés sur une échelle de potentiel standard de réduction. Alors, potentiel standard de réduction, et vous pouvez mettre entre parenthèses, c'est E0. C'est ce qu'on a vu ici sur le tableau. Vous voyez, c'est ça. Potentiel standard de réduction, E0. Voilà. Qui mesure la tendance de l'Occident à se réduire. Qui mesure la tendance de l'Occident à se réduire. Donc c'est le tableau que je vous ai montré. Et c'est en volts. Ça marche? Yep. Ok. Prévision des réactions redox. Allons-y, voyons un peu. Donc, on a classification des couples redox. Permet de prévoir. Quelqu'un peut lire ça? La classification des couples Occident et réducteur permet de prévoir, comme pour les réactions acide-base et selon une méthode analogue, la possibilité d'une réaction entre un oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Ok, je t'arrête une seconde. Donc, vous avez compris que si on vous met dans le pot la mauvaise diagonale, vous pouvez dire la réaction ne se fait pas. Et voilà, vous avez vraiment un outil avec ça de prédiction si les réactions se font ou pas. Ça marche? Ensuite, Du cuivre métallique est plongé dans une solution aqueuse de sulfate de zinc. On constate que... alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Regardons dans notre tableau. Donc, on a dit cuivre métallique et du sulfate de zinc. Donc, sulfate de zinc, c'est quoi la formule? Sulfate SO4 et zinc Zn. Donc, Zn SO4. Est-ce que vous connaissez encore les valences? Alors, Zn, il est dans la famille 2. Donc, c'est Zn 2+, et SO4, c'est 2-. Ça va? Donc, je vous l'ai réécrit comme ça. Zn 2+, SO4 2-. Ça va? Et du coup... qu'est-ce que j'allais dire? Tac. Il faut les trouver ici dedans maintenant. Si vous les trouvez, vous me dites. Enfin, vous avez votre tableau, mais comme ça. Donc il faut trouver Cu métallique, on l'a déjà trouvé plusieurs fois, mais Zn surtout. Cu il est au milieu. Zn2+. Voilà. Ici, donc, on a Zn2+, vous le voyez. Et est-ce que vous voyez Cu? Alors tout de suite, normalement, si la réaction fonctionne, Cu, il doit être où? En dessous à droite. Il faudrait avoir un Cu. Je vous le montre ici quelque part. Ok? Donc déjà, vous voyez qu'il n'y en a pas. Les Cu, ils sont en haut. Cu est ici, par exemple, ou ici. Vous voyez que c'est la mauvaise diagonale. Ça va? Donc, la réaction ne se fait pas. Ça marche? Tout le monde a pigé? Donc, voilà. On constate, donc vous pouvez mettre, on constate, la réaction ne se fait pas. Donc c'est sympa parce que ça veut dire vraiment, vous tapez un morceau de cuivre dans la solution avec le truc et vous pouvez prédire ce qui va arriver à l'avance. Ça va? Alors, on peut mettre, ici on a, donc vous voyez ici, rien ne se passe. On peut regarder la suivante. Zn métallique, cette fois-ci, est plongé dans une solution de sulfate de cuivre. Donc on a inverse. Ok? Alors voyons voir ce qui va se passer. On va prédire si ça marche pas. Donc, on a dit, cette fois-ci, c'est Zn métallique. Oula.
Zélène métallique, ici, qui réagit avec sulfate de cuivre. Peut-être je vais l'écrire, c'est ça? Sulfate de cuivre, c'est quoi sa formule? Très bien. CuSO4. Alors ça dépend un peu parce que il y a deux possibilités, il n'est pas précisé ici. Souvent c'est CuSO4. Ça peut arriver que ce soit aussi Cu, mais on va le voir, Cu2 SO4. Ça veut dire que Cu peut avoir une valence 1 ou 2. Donc ça veut dire que ça peut être Cu2+, ou Cu+, ça dépend un petit peu. Et donc là, je vous propose de réfléchir un peu lequel des deux ça pourrait être en regardant justement le potentiel. Donc si vous regardez, on a Cu2+, je pense, ici. Si vous regardez si vous voyez autre chose. Alors, est-ce que vous voyez un Cu+? Oui, enfin en dessous. Juste en dessous. Ouais, il y a Cu+. Donc si c'est du Cu+, ça aura tendance à mieux réagir. Ok? Alors, est-ce que vous voyez encore un Cu+, ou Cu2+ plus haut? Bah oui. Plus bas, non. Hein. Plus bas, oui? Même plus bas. Oui, bah oui. Vous pouvez toujours me dire le niveau de potentiel, comme ça on peut facilement se repérer. Je vois pas. Je vois Cu2+ de nouveau ici, qui est mieux. Il y en a un aussi. Il y en a un en dessous, c'est de plus Ouais. à 0, j'arrive pas à faire la ligne. Plus ou moins, hein, comme ça on sait. 172, 173. Ouais, bah c'est celui-là, ça j'ai entouré, donc Cu2+. Ouais. C'est 0,153. Ok? Alors, intéressant, on peut réfléchir un peu à ce qui se passe. Eh ben, c'est une bonne question, parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Celui qui est, donc, le plus bas, s'il y a du Cu+, qu'est-ce qui lui arrivera? S'il y avait du Cu+, ok? Parce qu'on ne sait pas, en fait, c'est juste qu'on nous dit, enfin, si, en théorie, on sait ce qu'il y a dans notre pot au départ, c'est juste que là, l'information qu'on nous donne, elle n'est pas claire. Ça pourrait être du sulfate de cuivre, 1 ou 2, ok? Donc, il pourrait avoir les deux valences. Donc, comme on ne sait pas, on regarde. Mais c'est là que ça devient intéressant, c'est un peu de réfléchir. Je vais un peu plus loin. Dans le cours, vous me ferez juste Cu2+, c'est bon, hein, ça va? Et même si vous me choisissez mal, vous faites Cu+, et que je n'ai pas précisé, a priori, vous pouvez choisir l'autre aussi. Juste pour vous montrer quand même, en allant un petit peu plus loin pour voir ce qui se passe. Si c'est du Cu+, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez Cu+, Cu. Non, pardon. Le plus court, c'est Cu2+ se transforme en Cu+. Ok? Cu2+, donc je vais le montrer comme ça. Cu2+, donc vous voyez la diagonale comme ça ou comme ça. Ça va? Donc si c'est celle-là, ok, la plus courte, a priori c'est celle qui se réalisera moins. Ça va? Ben, elle se transforme en Cu+. Et on sait que le Cu+, il se transforme directement en Cu. Donc ça veut dire que si cette transformation-là, ben, directement elle amène à celle-là. Ok? Donc en fait, ça revient, on va avoir du cuivre, ou alors il y a celle-ci, donc celle-ci en 2 étapes, ou alors il y a celle-ci qui est Cu2+ devient Cu. Donc dans les deux cas, vous voyez qu'on finit par obtenir du cuivre. Ok? Mais on n'aura pas les mêmes différences de potentiel. On aura deux différences de potentiel qui vont se réaliser successivement. Ça va? Donc, nous, vous voyez la double, là, on ne va pas la faire. Si vous en choisissez une, parce que, voilà, moi, de base, celle à laquelle je pensais, c'était vraiment celle-là, c'était une de plus. Ça va? Vous voyez? Donc, bonne diagonale, c'est, hop, c'est celle-ci. Mais bon, vous voyez de toute façon que la réaction va se produire, qu'on a une belle grosse différence de potentiel. Donc, ok, il est encore plus bas, donc. Ah, plus haut. Ah oui, et ça, c'est Cu2+. Ah oui, mais attention, il y a moyen, mais regarde ce qu'il y a ici, il y a I- avec. Tu vois? Donc ça veut dire qu'il y a moyen de l'avoir plus dans le cas où tu as de l'iode en plus dedans. Mais c'est pas précisé, puisqu'il n'est pas avec de l'iode, il est avec du sulfate, donc il n'intervient pas dedans. Ça va? Donc celle-là, vous la mettez pas parce qu'il y a autre chose. Quand il y a autre chose, parfois, c'est...
j'ai oublié le nom, mais ça facilite la réaction. Ok, donc c'est un facilitateur de réaction. Mince, j'ai un trou de mémoire. Un catalyseur. Wow. Voilà, ça catalyse la réaction et ça permet d'avoir, pour l'une ou l'autre raison, une réaction plus performante et meilleure. Ça va? Vous voyez le principe et en fait, du coup, vous voyez l'idée, on peut faire ça pour toutes les réactions. Tic, 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 tic. Bien. Alors, du coup, on peut noter ici. On a oublié de... J'ai tout effacé. Mais donc... mais j'ai oublié de dire, mais... Je regardais, j'hésitais, mais dans l'énoncé, c'est bien CU2+, hein, donc il n'y a même pas de doute à avoir. Ok. Donc, c'était dessiné. Mais je savais que c'est celle-là que je voulais avoir, mais de toute façon, c'était intéressant que je vous explique. Même si c'est pour vous dire, même si dans un exercice, vous en choisissez une autre parce qu'il y a une ambiguïté dans le nom, vous pouvez toujours trouver une solution, quoi. Ça va? Parce que je ne l'ai pas précisé. Et donc ici, en effet, je l'avais précisé. Donc, allons-y, on va écrire juste les équations. Donc, on a CU2+, qui devient quoi? Alors, non, on va juste remettre. Donc, SO4, est-ce qu'il intervient dans notre réaction? Oui, donc il est ce qu'on appelle un spectateur. Donc, si tu veux, je peux le mettre, mais je vais le mettre entre parenthèses. Plus SO4 2-. Mais je le mets entre parenthèses. On va voir pourquoi. Mais à la limite, tu ne mets-le pas entre parenthèses au début, mais on va voir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est CU. C'est CU. Ce que vous avez écrit, Quoi? c'est SO4 2-. Merci. Ouais. Donc, moi, ce qui m'intéresse sur 2, je disais, c'est CU2+. Qu'est-ce qui devient? Hey, vous avez CU2+, qu'est-ce qui devient ici? Du cuivre. C'est ce que vous m'avez dit, hein? Il devient, hop, on fait comme ça, Cu. Donc, où est-ce qu'on met les électrons? Du côté gauche. C'est-à-dire les réactifs, donc plus 2 électrons. Ça va? Donc, vous voyez qu'en fait, le fait que SO4 de- soit là ou pas ne change rien, parce qu'on a toujours SO4 de- qui va être là. Voilà. Tu vois, c'est le spectateur. Ça ne fait pas partie de mon couple redox, quoi. Ils sont les pas, on peut pas les faire. Vous n'êtes pas obligé de les mettre. Après, vous pouvez les mettre à la fin dans votre réaction toute globale. Hein, ça dépend un peu de la représentation, ça dépend un peu des bouquins, comment on décide de le faire. Voilà. Ici, j'avoue que j'insiste. Je commence à insister d'abord sur vraiment l'équation de la demi-réaction. C'est ça qui m'intéresse, c'est la demi-réaction. SO4 est ce qu'on appelle un ion spectateur. Ok? Alors, Cu2+, plus 2 électrons que vous avez. Et l'autre, c'est... Qu'est-ce que j'écris? Non, c'est pas SO4 qui réagit. C'est le spectateur. C'est Zn. Flèche. Ah oui, je vais juste faire ça pour avoir assez de place. Donc Zn. Et qu'est-ce que j'ai juste Zn? Zn2+, plus 2 électrons. Ça marche, parfait. Ça va? Équation globale, du coup. Cu2+, plus 2 électrons, plus Zn. Oui. Ça fait Cu plus 2 électrons, plus Zn de plus. C'est mon pacemaker. C'est Cu plus... Zn de plus 2 électrons. De plus 2 électrons. Voilà. On peut enlever les 2 électrons. Et évidemment, vous pouvez rajouter ici, c'est ça les spectateurs à la fin, vous pouvez faire les SO4 de- si vous voulez, et SO4 de-. C'est pour ça qu'en fonction, c'est les spectateurs, vous voyez, ils arrivent des deux côtés. Ça veut dire qu'ils ne participent pas à la réaction, ils sont là avant, ils sont là après. Ça va? Oui? Et les 2 électrons, de nouveau, voilà. Et donc, on voit bien, alors attention, vous voyez qu'on a deux fois, les 2 électrons, ça veut dire que c'est les mêmes électrons qui ont été donnés et pris. Donc, je ne dois pas multiplier l'équation par 2 ou autre, c'est déjà équilibré. Ça marche? Et vous avez votre équation. Et puis, vous voyez tout de suite que le Cu2+, SO4 de-, donc CuSO4, en fait, il va finir par, le cuivre va devenir métallique, et Zn de plus
va s'associer à SO4 2- pour former un sel. Donc, vous gardez ce sel, vous avez juste changé de type de sel. Ça marche? Tout le monde comprend? Bien. Il y a encore un petit truc que je voulais dire, mais je ne sais plus. Voilà. J'ai rien mis là, donc ça, a priori c'est bon. Ça marche? C'est pas de souci? Alors, comment expliquer ces comportements? J'ai l'impression que je voulais dire un truc, mais je ne sais plus. Ah si, c'est ça maintenant, je viens de me souvenir. Est-ce qu'on sait encore faire oxydant, réducteur, etc.? On fait une fois ça encore pour un peu l'entraînement? Ouais. Donc CU2+, c'est quoi? Réducteur. C'est quoi la règle? C'est oxydant qui donne. La règle, c'est l'oxydant prend. Réducteur perd. Prend. Oxydant prend. Réducteur perd. Et il faut pas. Et donc, CU2+, c'est quoi? Parce qu'il. Voilà. Donc ça valait le coup que je le refasse. Oxydant, donc CU, ce sera. Donc je vais mettre oxydant 1, réducteur 1. Zn. Et Zn de plus. Ok, donc ça c'est vraiment l'exercice classique que vous devez être capable de faire. Je vous donne n'importe quelle équation et hop, ou n'importe quel réactif comme ça, et vous me dites ça se réalise pas, et puis vous me faites toutes les étapes, vous mettez quel est l'oxydant, quel est le réducteur, donc quels sont les couples, quelle est l'oxydation, quelle est la réduction, quelle est la redox. Donc c'est vraiment l'exercice classique que je vous demande pour voir, parce que je vous en fais un ou deux comme ça, et je sais si vous avez compris ou pas. Ça va? Donc ici, on constate que la réaction se déroule. Donc on n'a pas mis encore ici, mais je vais... Au-dessus, elle ne se déroulait pas. Je vais y revenir. On va terminer ce qu'on occupe à faire à ça. Donc, vous avez... Elle est où la réduction? C'est la première. La première demi-réaction, c'est réduction. Réduction. Et la deuxième, c'est une oxydation. Et alors, en dessous, c'est l'équation globale, mais attention, c'est la redox. Parce que l'équation globale, ça marche pour n'importe quel type de réaction. Et donc, ici, dans ce cas-ci, l'équation globale est une redox. Ça marche? Ok. Et alors, maintenant, je reviens pour l'explication de ça, et puis je reviens à ta question, Safa. Comment expliquer le comportement entre les deux? Mais donc, c'est juste ici, la réaction, est-ce qu'elle fonctionne? Oui, et elle est là, vous l'avez noté, on a la redox qui est indiquée. Ça va? Par contre, on avait vu, donc quand on met du CU2+ avec du Zn, ça marche. Quand on met du Cu avec du Zn2+, ça ne marche pas. Voilà, je sais. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est la mauvaise diagonale dans le premier cas. Compris? Voilà. Donc, je ne sais plus quand j'ai noté ça, mais on va synthétiser tout ça. Expérience 1, qu'est-ce qu'on peut dire? Zn2+ ne réagit pas avec Cu. C'est une réaction impossible. Donc Zn2+ ne réagit pas avec Cu. Du coup, il n'y a pas de redox. Ne réagit pas. Je ne sais pas si je dois tout noter. Oui. Avec Cu. Cette réaction est impossible car, on a dit... Alors, mettez comme ça, mauvaise diagonale, comme ça c'est la facile pour justifier. Mais, donc ça c'est pour vous, entre guillemets, hein, ça va? Mais après on va quand même le justifier un peu plus scientifiquement que juste la mauvaise diagonale. Oui? Alors, non, parce que... Oui, mais c'est pas là que ça justifie, parce que c'est plutôt une question de oxydant fort, faible, ou réducteur fort et faible. Vas-y alors, essaye. Voilà. Le Zn2+ est un oxydant plus faible que l'oxydant associé au Cu. Vous voyez? Donc,
cette réaction est impossible parce que le Zn2+, est un oxydant qui est plus faible. Donc en fait, c'est ça la mauvaise diagonale. Hein. C'est l'oxydant est plus faible que l'oxydant associé au Cu. Ça va? Que l'oxydant associé au Cu. Vous comprenez ça? Voilà. Vous voyez, donc ça ne marche pas parce que Zn2+, est un oxydant plus faible que Cu2+, qui est l'oxydant associé à Cu. C'est ça en fait, c'est la mauvaise diagonale. Ça va? Donc il n'y a pas de raison qu'elle fonctionne. Tout le monde a bien saisi? Ok, donc c'est bien une réaction impossible. Pour l'expérience 2, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on avait dit Cu2+ réagit avec Zn. Ok, et donc là on voit bien, si je reprends en haut, je vais le remettre ici. Cu2+ réagit avec Zn, ok. Et pourquoi? Ben, qu'est-ce qui se passe? Donc, de nouveau, pour vous-même, vous allez, enfin pour vous-même, entre nous, on dit c'est la bonne diagonale, ok. Mais en fait, c'est parce que, voilà, l'oxydant, donc Cu2+, va réagir avec un réducteur qui est plus fort que son réducteur associé. De quoi? Oui. Donc, Cu2+ va réagir avec Zn parce que Zn... Mais regarde peut-être sur le schéma, parce que moi, je l'ai reconstruit comme ça. Parce que Zn est un réducteur plus fort que le réducteur associé à Cu2+. Ça va? Tout le monde a saisi? Je vais juste exprimer le sens de notre bonne diagonale, hein, ce qu'elle veut dire en fait. Car Zn est un réducteur. Zn est un réducteur plus fort que le réducteur associé à Cu2+. Et le réducteur plus faible, c'est Cu, tu dis? Donc Cu2+, son réducteur associé, c'est Cu. Ça, c'est la réaction de base. Enfin, tu vois. Zn, tu vois que il est plus c'est un réducteur, donc je te dis, hein, oxydant fort là, réducteur fort là. Donc Zn est un réducteur plus fort que Cu. Ok, donc je répète encore une énième fois. Cu2+ réagit avec Zn parce que Zn est un réducteur plus fort que le réducteur associé à Cu2+, c'est-à-dire Cu. Voilà, c'est Ça va? Donc il y a moyen de le dire de plusieurs manières différentes. Ah oui, c'est bon aussi. Hein. Vous voulez faire une petite pause? C'est vrai? Vas-y. Ok. Je regarde vite, mais j'ai déjà à peu près tout dit. Il n'y a plus qu'à généraliser les étages d'oxydation. Ok, les étages d'oxydation, on n'aura pas fini aujourd'hui. Et puis, expliquer les piles et on a fini. Monsieur, il faut mettre l'enregistrement en plus. Ah oui.